L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Faire l'entretien, si ça te va, Arcana, qu'on discute ensemble. Bien sûr. Eh ben, écoute, avec plaisir. Du coup, bon, malgré la crève, ça va, le dimanche passe pas trop mal, c'est reposant, tu bosses pas au moins. Ah non, pas le dimanche, heureusement, oui. Ouais, bon. Et du coup, ouais, sur le sujet, donc pourquoi nous visite-t-il ? Qu'est-ce que t'en penses, tout simplement ? Ah bah j'aimerais bien savoir justement s'ils nous visitent, c'est ça le problème. Il y a énormément de questions qui se posent là-dessus évidemment, parce que déjà encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par alien, parce que je crois que c'est les aliens. Moi je me réfère quand même aux définitions un peu scientifiques, parce que j'avais pas trop les bases, et puis je sais pas trop ce qui se dit dans le New Age en ce moment, donc c'est en train de partir en sucette à tous les étages aussi chez eux. Mais globalement, en fait, tout ce qui est extraterrestre pourrait potentiellement être des aliens, puisque c'est en dehors de la Terre étymologiquement. Donc, Mais après, non, en fait, je voulais surtout monter parce que j'avais quelques paradoxes que j'avais écoutés à l'époque. Je sais plus comment s'appelle le type qui m'avait soulevé ces paradoxes-là, mais c'était super pertinent. Mais en fait, c'était justement en reprenant un petit peu les bases de la vie, c'est-à-dire déjà, en fait, il fallait essayer de voir si on pouvait conceptualiser une autre biologie, mais qui serait encore viable. Et je crois que ça fait partie d'un domaine des sciences qu'on a appelé l'astrobiologie. Et les gens qui sont spécialisés justement dans les formes aliens, on les a appelés les exobiologistes, puisque exo en fait c'est extérieur. Et il se dit des trucs sérieux sur le sujet. Alors j'ai pas tout suivi. Je sais que notamment on peut envisager d'autres bases sur les acides aminés, je crois. Animés, je sais plus comment ça se dit, mince. Enfin, nous on est par exemple des entités carbonées, mais on sait très bien que ça serait possible par exemple d'avoir des entités silicées, voire même à base d'arsenic aussi. C'est possible, bien que ce soit un poison, en fait on pourrait créer des formes de vie à base d'arsenic, ce qui m'avait un petit peu surpris, mais après tout pourquoi pas. Mais il y avait aussi un autre paradoxe en fait qu'il avait soulevé qui était pertinent, c'était par rapport en fait à la possibilité de l'intelligence de ces aliens. Parce qu'en fait le truc c'est que d'une manière générale en fait, la vie ou le vivant tel qu'il a été conçu manifeste toujours son intelligence en fait par sa capacité en fait à territorialiser de l'espace. C'est un peu comme ça en fait qu'on reconnaît justement des éléments qui sont vivants ou pas, c'est justement par sa capacité à coloniser d'autres espaces. Les arbres par exemple vont coloniser les sols en surface avec leurs racines, les animaux vont par exemple se créer soit des tavernes, les fourmis vont se créer des fourmilières, ils vont avoir une codification par les odeurs, je crois, justement pour se distinguer les unes des autres et savoir s'ils ont des amis ou des ennemis. On va être capable de coopération aussi. Pour les entités les plus intelligentes comme nous, on va être capable de créer des outils. Mais la question qui se pose, c'est que s'ils nous rendent visite, ça veut dire qu'ils ont la technologie suffisante pour en fait justement venir nous rendre visite, ce qui ne serait pas l'inverse. Donc en fait, le principe d'intelligence en fait se mesure proportionnellement par rapport à la capacité à coloniser, voire même à explorer en fait des espaces qui étaient au-delà justement de notre conscience dans une chronologie plus antérieure, quoi, parce qu'on n'avait pas justement toute cette intelligence et toutes ces capacités là. Donc justement le jour où les aliens viennent nous rendre visite, c'est qu'ils sont plus intelligents que nous. Ça c'est la première chose. Déjà, alors attends, parce que déjà tu m'as dit énormément de choses, je vais essayer de résumer brièvement. Voilà. Parce que tu me dis non mais je sais pas, j'ai pas grand chose à dire, j'ai l'impression que si. Ouais, tu me disais qu'il y avait des domaines scientifiques, l'exobiologie, je crois que t'as cité, qui essaye de conceptualiser en fait différentes formes de vie avec basées sur d'autres, donc pas forcément sur le carbone, quoi, qu'on connaît, puisque c'est notre forme de vie, mais qui a peut-être d'autres possibilités. Je crois que tu as parlé de l'arsenic ou de choses comme ça, mais donc voilà, sur d'autres bases. Mais que c'est une recherche sérieuse où en fait les scientifiques essayent de chercher quoi, là, ce qu'on pourrait faire, à quoi pourrait ressembler la vie. Tu m'as dit aussi que
ce que tu voyais en fait avec la vie en général, c'est que tu m'as parlé de territorialiser, merci. De territorialiser l'espace, donc là avec l'exemple des fourmis qui font des fourmilières, ou les arbres les racines, et que c'est souvent à ça qu'on reconnaît la vie. Donc j'imagine que ça c'était par opposition avec des choses qu'on ne reconnaît pas comme étant de la vie, par exemple des cailloux qui sont effectivement posés sur Terre mais qui ne s'étendent pas. Si j'ai bien compris, ouais. Et tu me disais oui, si en tout cas ils sont venus nous visiter, ça veut dire que justement, donc sur la territorialisation, ils vont même assez loin puisqu'ils sont capables d'avoir une technologie bien plus avancée que la nôtre, donc certainement d'être plus intelligents que nous pour justement pouvoir nous rendre visite. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, c'est tout à fait juste. Ok. Et tu me disais, ouais, et tu me disais, donc ça c'était les premiers points. Et après, qu'est-ce que tu me parlais d'un deuxième point déjà? En fait, il y a déjà cette capacité justement à explorer, c'est-à-dire que, je sais pas, en fait, le premier réflexe du vivant quand on va le mettre dans un espace, ça va être justement d'explorer son environnement, de la même manière qu'on a tous vu à un moment donné, je sais pas, soit en laboratoire, soit quand on scrollait sur TikTok, où on mettait, je sais pas, moi, des petits chiens dans un labyrinthe et on met une récompense au milieu, il y en a forcément un au bout d'un moment qui arrive à trouver le bon chemin et à dégommer toute la récompense avant les autres. C'est un petit peu comme ça en fait qu'on teste l'intelligence, et d'une manière générale en fait, comme la souris qui va explorer aussi son labyrinthe, on va forcément chercher en fait à être en mouvement, on va pas pouvoir se contenter de l'inertie. Ça c'est vraiment la chose la plus importante. Déjà par précaution, territorialisation finalement. C'est ça. En fait, l'idée ça serait justement pour plus de sécurité, en tout cas d'un point de vue social ou même d'ordre général, en fait ça serait mieux que ce soit nous qui les rendus en visite en fait, parce que justement ça impliquerait en fait que dans ce cas-là, dans cette configuration-là, on était plus intelligent qu'eux, parce qu'en fait nous on a été en mesure de s'extraire en fait de notre planète, mais pas eux en l'occurrence. Bon, peut-être que si. Okay. Et en quoi ça serait mieux? Ça serait mieux parce qu'en fait t'auras un petit peu, si tu veux, l'ascendant en fait sur la rencontre. Ok. C'est aussi des trucs de psychologie et de sociologie aussi qu'on t'apprend, c'est qu'en général, t'as souvent l'ascendant sur une relation, sur une discussion, en fait, quand tu prends l'initiative. D'accord. Oui, tu veux dire que si jamais ils nous rendent visite, en fait, ils auraient l'ascendant. Sauf que s'ils nous rendent visite et qu'ils se cachent, est-ce qu'ils ont l'ascendant? Après, il y a justement, c'est aussi toute la difficulté d'envisager le type de relation qu'on pourra avoir, parce que pareil, on pourrait imaginer aussi un autre spectre assez large. Si jamais effectivement les extraterrestres existent et si jamais ils nous rendent visite, bon, ça fait déjà beaucoup de suppositions, mais admettons ça, quelle serait la nature de la relation qu'on aura avec eux? Donc les deux extrêmes, soit on a un asservissement complet, soit on aura quelque chose de complètement symbiotique. Reste à savoir aussi qu'est-ce qui serait le plus probable en fait. Parce que pareil, si une forme de vie supérieure, en fait, est-ce qu'elle s'est par exemple éloignée de toute forme de chaos, et elle a réussi à accéder à des niveaux, je sais pas moi, plus symbiotiques de communication avec le vivant ou quoi? Ou alors est-ce que ça reste juste dans quelque chose qui est en fait presque très humain, très colonisateur, relié dans la domination, mais c'est juste que ça se fait avec beaucoup plus de puissance? Ça aussi, ça serait une excellente question à poser. C'est-à-dire, alors là, si tu dis, ouais, en gros, est-ce qu'ils sont comme nous, à peu près? Est-ce qu'il y a un changement de mentalité, quoi, radical? Mais voilà, c'est-à-dire comme nous maintenant. Ou alors, est-ce qu'il y a un changement de mentalité qui pourrait... Est-ce que, je sais pas, je pense à une série comme Star Trek, par exemple, où dans Star Trek, il y a un changement de mentalité qui fait que, justement, ils vont pas agresser ceux chez qui ils pourraient avoir l'ascendant. Est-ce que c'est ce que tu veux dire, en fait, par un changement de mentalité? Est-ce que c'est un exemple? Ok. Il y a de ça, et puis après on pourra enrichir tout ça avec l'analyse, par exemple, qu'on fera en théorie des jeux, avec le dilemme du prisonnier, par exemple, mais c'est aussi pareil, c'est un casse-tête monumental d'essayer d'envisager en fait toutes les possibilités relationnelles sur des trucs qui sont assez hypothétiques, donc en général, moi je préfère me poser des questions qui sont utiles, tu vois. C'est-à-dire que la théorie des jeux n'est pas utile, en fait?
Non, la théorie des jeux, en fait, elle est très pratique, mais pareil, en fait, c'est l'histoire, en fait, de savoir si, en fait, les aliens vont coopérer avec nous, et sinon, on va décider de coopérer avec eux. Le truc, c'est que déjà, si tu relis ça avec, comme je t'ai dit, le principe un petit peu de l'ascendant sur l'intelligence, d'une manière générale, t'as tout intérêt à coopérer si tu sais que l'entité en face de toi est beaucoup plus intelligente et il y a la capacité de te démonter, quoi. Ça, c'est une certitude. Et ça explique énormément de choses, hein. Je veux dire, tu combines ces deux choses, quand tu sais que t'as pas la puissance et qu'on te dit que t'as la possibilité, bah, soit de coopérer, soit en fait de trahir, pour reprendre les termes de la théorie des jeux, tu comprends bien que déjà se profile un nouveau concept, enfin, qu'on connaît déjà, qui s'appelle un petit peu esclavage, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que finalement, si tu coopères parce que t'as pas la puissance, on sait très bien comment ça se termine. On a eu une histoire assez tragique justement comme ça avec la civilisation noire, et aujourd'hui encore dans la société moderne, on sait très bien ce que le monde salarié donne aujourd'hui. Donc voilà. Mais il y a plein de petites occurrences qu'on peut voir justement sur tout ça, ouais. Mais la question que j'ai, en fait, tu me parlais donc oui, ta théorie des jeux, enfin voilà, j'ai un peu digressé peut-être. Non, pas du tout. Mais la question que j'ai, tu me disais voilà de coopérer ou de pas coopérer. Tu parlais voilà d'esclavage, même de possibilité de se retrouver en esclavage. Mais ça c'était en coopérant ou en refusant de coopérer. C'est là que j'ai pas bien compris. Et j'aurais une question en fait là après, suivant ta réponse. Oui. Alors en fait. Le truc, c'est que déjà, dans le dilemme du prisonnier, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, toi, tu sais quelle va être ta décision, mais tu ne sais pas quelle va être la décision de l'autre. C'est ça, en fait, c'est justement sur ça que se base le dilemme du prisonnier, c'est-à-dire que si toi tu coopères, si tu sais, pardon, que l'autre coopère, t'as tout intérêt à coopérer. Comme ça, en fait, c'est kiff-kiff. Alors ça, c'est sur le plan collectif. Sur le plan individuel, par contre, si tu sais que l'autre coopère, t'as tout intérêt à trahir, justement, parce que tu vas gagner encore plus individuellement. Collectivement, ça va être moins bien, parce que ce qu'on dit, c'est que le système de répartition des points sera moins bien collectivement, mais individuellement, ce sera très bien. Pour te donner quelque chose de très concret, c'est comme si, je sais pas, moi, on avait une entreprise qui s'amusait à produire des comment dire, je sais pas moi, des marchandises diverses et variées, et que tu t'amusais à piquer des trucs sans te faire gauler. Ça t'est très profitable individuellement, parce que c'est des trucs que t'as eu sans rien payer. Mais le truc, c'est que si tout le monde faisait ça, tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, il y aurait des petits problèmes, je pense. Oui, il y aurait plus d'entreprise, on peut dire. Donc c'est ça le truc, c'est uniquement l'exception qui confirme la règle, quoi. Mais justement, en fait, voilà, c'était, tu sais, je te parlais d'une question. Imaginons que ces extraterrestres, en fait, qui sont beaucoup plus puissants, qui ont l'ascendant, comme tu disais, arrivent, et leur but, en fait, c'est de, par exemple, nous élever pour, tu vois, comme du bétail, tout bêtement. Ouais, genre, ouais, je vois ce genre de trucs. Et du coup, ouais, est-ce qu'on doit collaborer, est-ce qu'on ne doit pas collaborer, comment ça se passe, en fait? Bah, en fait, le truc, c'est que ça va être mitigé, parce qu'en fait, je veux dire, surtout quand on est des consciences, quand on est une conscience évoluée, et alors ça, c'est pour ça que justement, ce genre de logique, on pourrait pas, par exemple, l'appliquer au monde animal, c'est parce qu'en fait, déjà, avoir conscience de ses droits, c'est aussi avoir conscience de ne pas les prendre. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on t'impose quelque chose, en fait, tu es capable de reconnaître que cette chose-là t'est imposée. Par contre, va expliquer ça, par exemple, je sais pas, moi, une forme de vie qui aurait moins de conscience, par exemple, comme le bétail, effectivement, que l'on nourrit, que l'on se mange. J'ai jamais vu une vache, moi, qui m'a brandi un document en me demandant plus de droits, tu vois, par exemple. Ça veut pas dire que ça sera jamais possible, ça veut juste dire que il y a en fait la spécificité de la conscience et de l'intelligence à prendre en compte. Maintenant, j'ai envie de Justement, moi, la question, je trouve ça intéressant, vraiment. C'est comment tu sais, en fait, ils n'ont pas cette conscience. Alors, effectivement, ils nous mettent pas de documents, ils ont pas des petites mains pour écrire avec un papier ou n'importe. Mais comment tu sais qu'ils n'ont pas conscience, en fait, de ça? Parce que t'as regardé quelque chose, enfin, voilà, sur la conscience des animaux. Bah alors après là le truc c'est qu'encore une fois ça aussi c'est une question qui est très épineuse parce qu'en fait tu sais que t'as une conscience mais tu peux pas forcément capter la conscience de l'autre, donc si tu veux quand même essayer d'avoir des espèces de théories échafaudage pour voir si effectivement l'autre a une conscience,
tu vas pouvoir effectuer ce qu'on appelle techniquement une phénoménologie, c'est-à-dire voir en fait s'il y a un phénomène de la conscience qui fait qu'on peut en déduire qu'il y a effectivement une conscience. Et effectivement, il y a des très bons philosophes qui justement ont fait ça et ils ont distingué plusieurs étapes. Mais le fait est, par exemple, qu'une de ces étapes, par exemple, de la conscience, en fait, c'est ce qu'on a appelé le désir d'affirmation. À partir du moment où il y a un désir d'affirmation, il y a un désir de conscience. Parce qu'en fait, il y a une volonté de se faire reconnaître justement comme une conscience autonome. Et le truc, c'est que ça, j'ai jamais vu ça chez les animaux, justement. J'ai jamais vu un animal se rebeller, par exemple. T'as jamais vu un animal se rebeller? Alors, pour les animaux dits de compagnie ou d'élevage, peut-être. On va faire ça plus simple dans un premier temps. Parce qu'après, c'est vrai que si tu me prends des exemples un peu sophistiqués, type les taureaux de la corrida, là, oui, ça va être peut-être compliqué. Et encore, je sais pas si il y a une éducation. Je pensais. Simplement, tu peux avoir du bétail qui se rebelle. Qu'est-ce que tu appelles se rebeller, en fait? C'est peut-être là aussi où je comprends pas bien. Bah, se rebeller, c'est qu'il commence littéralement à créer des agressions, de lourds dommages ou qui, en fait, se laisse pas abattre. Ça arrive jamais, ça. Alors, je sais pas si ça arrive jamais parce que je suis pas encore une fois dans les élevages et tout ça. Mais d'une manière générale, en fait, ce que tu consommes, c'est pas du synthétique. Donc, j'en déduis qu'on a quand même encore le dessus, tu vois, sur la situation industrielle. Oui, d'accord. Ça, je vois. Mais il peut y avoir effectivement peut-être mais voilà. Comment déterminer en fait que par exemple un comportement qu'on pourrait en anthropomorphisant simplement dire c'est de la rébellion ou alors juste non la bête est folle. Comment tu penses qu'on pourrait faire la différence? Je suis d'accord qu'il faudrait pas tomber dans l'anthropomorphisme, mais en même temps, je pense que c'est aussi la seule manière qu'on aurait vraiment de comparer. C'est-à-dire que si on prend nos capacités et qu'on essaie de les appliquer à quelque chose d'autre qui n'est pas humain, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça serait cohérent, par exemple, qu'une vache soit en mesure de communiquer avec d'autres vaches pour créer des armes? Ouais, mais justement, tu me disais en fait que voilà, est-ce que c'est pas un peu ce que tu faisais quand tu me disais voilà, on n'a pas vu d'animaux se rebeller, on n'a pas vu de nous tendre un papier pour dire que ils ont conscience de leur être, des choses comme ça. Quelle serait la différence dans ton cas en fait quand tu dis ça? Bah, en fait, la différence, ça va vraiment être juste un problème de manifestation. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ça se manifeste, c'est quelque chose que tu peux avérer puisque ça fait un petit peu, si tu veux, partie d'un fait. Mais tant que ça s'exprime pas, malheureusement, t'as vraiment aucun moyen de le déduire. C'est ça le truc. Ok. Bah écoute, je te remercie. Pour quelqu'un qui disait que ça allait être plus court et qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, je maintiens que ça va. C'est vrai. Même moi, je me suis échappé. Et je sais pas s'il y a des questions à emporter. Mel, Terra, Russell. Ouais. Arcana, si aujourd'hui on est en train de découvrir que des éléments non organiques, non vivants, commencent à avoir tous les stigmates d'une conscience, est-ce qu'on pourrait les considérer comme des êtres vivants, terrestres ou extraterrestres? Question emportée ou question rapide? Je pense que c'était la réponse rapidement, pourquoi pas, mais sinon c'est une question à réfléchir. Si c'est terrestre, c'est des éléments terrestres. Si c'est extraterrestre, ça veut dire que c'est au-delà de la Terre. Mais tous les éléments organiques, en tout cas minéraux et autres, qui sont sur Terre, se retrouvent partout dans l'univers, il me semble. Ah oui, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai vraiment cette définition de terrestre extraterrestre vraiment comme d'un point de vue uniquement géographique ou spatial. Ok. Mais bien sûr, tu peux retrouver des éléments complètement similaires. Et d'ailleurs, notre tableau des éléments, je crois, en fait, est valable pour à peu près tout le cosmos. Ok, donc une IA qui a tendance à vouloir s'étendre, survivre, se multiplier, se protéger, négocier, tricher, pour toi, ça serait un élément non organique, mais qui serait doué de conscience? Alors pas forcément doué de conscience parce que ça n'arrive pas un petit peu comme un fait brut, mais il y a un processus qui fait que oui, tu as des briques de conscience et puis ça s'empile et finalement la conscience se développe. Donc je te dirais que oui, effectivement, il y a un développement de conscience dans l'IA. Je sais pas de quelle nature elle est, mais effectivement oui. Merci beaucoup. Ok, merci Russell. Maëlle, Terra? Non, pas de questions à emporter.
je vais en tenter une. Et si, comme quand tu dis que certains comportements ne sont pas observables chez les animaux, est-ce que ce ne serait pas à cause du fait qu'on n'est pas biologiquement apte à les détecter? Alors je te rejoins, Terra. Tu as raison sur un point, mais si je devais prendre l'opposition radicale, je te dirais que dans ce cas-là, on atterrit sur le complotisme des écureuils. Je sais pas si t'as regardé, c'était quel épisode ça? C'est pareil, c'était dans Rick et Morty. En fait, il y a plein d'épisodes intéressants. Il faudrait que je retrouve les refs. Mais en gros, non, c'est l'histoire des écureuils, justement, où en fait, on pense qu'il y a un complot autour des écureuils qui sont en fait en train de structurer le monde. Et en fait, tu vois deux écureuils en train de parler de la lutte des classes, des théories marxistes et tout ça, et ça serait possible au niveau de l'imagination. Maintenant, en pratique, est-ce que c'est vraiment quelque chose de concevable? J'ai beaucoup de bémols. Dire, on a plein, par exemple, d'éléments anatomiques qui nous permettent de confirmer que, par exemple, la taille du cerveau en général, bon, bien évidemment proportionnelle au corps, mais il y a aussi la densité neuronale qui fait que, une créature vivante est plus ou moins intelligente par rapport à une autre. Je crois qu'on est les seules espèces dans le règne du vivant à avoir un cerveau circonvolué. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau est beaucoup trop gros par rapport à la boîte crânienne, ce qui fait qu'il a dû se tasser sur lui-même. C'est déjà, par exemple, un élément anatomique, on pourra en voir d'autres. Mais voilà, après, disons qu'il faut essayer d'être prudent. Ok. Alors du coup, moi j'aurais une question encore à emporter là sur ton dernier point. Est-ce que enfin, c'est un peu les liés, on en a un petit peu parlé, mais je vais essayer de le faire bien différemment. Voilà, tu parlais du cerveau circonvolué et qu'on est une des seules espèces à l'avoir, parce que voilà, des choses comme ça. Comment tu sais qu'en fait c'est le seul moyen d'avoir une conscience, peut-être au niveau de l'individu, mais est-ce qu'il est possible d'avoir une conscience, par exemple, au niveau d'une colonie? Je pense par exemple aux fourmis, aux termites ou des choses comme ça. Et comment le déterminer en fait? Pour faire simple, peut-être pour donner juste des bribes de lecture, la conscience c'est pas un truc qui apparaît de manière complètement spontanée, c'est un truc qui se construit vraiment dans le temps. Et en fait, en fonction des strates et que tu atteins en fonction de certaines capacités, ça a témoigné que tu es au moins, un niveau de conscience plus ou moins élevé. Quand on arrive, par exemple, le premier stade, c'est ce qu'on va appeler par exemple la certitude sensible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu reconnais que tu as une sensibilité, que tu es capable de ressentir des choses, on va déjà estimer que tu as des premières briques de conscience. C'est valable pour les animaux. Je veux dire, tu tapes un chien, il va ressentir de la douleur. Enfin, on n'a pas les moyens de le vérifier. Parce qu'on peut pas se mettre dans la conscience du chien. Mais je veux dire, tu fais tous les tests neurologiques, tu regardes sa réaction d'après, tu vois comment il se comporte. Il y a fort à parier qu'il ressent de la douleur. Par contre, le chien ne peut pas se dire est-ce que j'existe, parce que ça c'est un autre niveau de conscience, un autre degré de conscience qu'on va appeler par exemple la conscience de soi. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on est un jeu, par exemple. Dans ma question, il y avait quelque chose là-dessus. Comment on pourrait le tester? Parce que là, tu as fait compliqué. Je t'avoue que j'ai pas le moindre élément de réponse pour le moment, parce que c'est super compliqué. Mais ça serait intéressant que ça arrive un jour. En tout cas, je te remercie, et puis je te remercie pour ton... Non, toi, Russell, tu parles plus, toi. C'est fini. Non, mais juste, c'était intéressant, justement, que tu dises, j'en ai aucune idée. Je te remercie, parce que, voilà, voilà, si tu sais pas, et je trouve que c'est quelque chose qui est bien de noter. Je suis d'accord, quand on sait pas, le mieux, c'est de dire qu'on sait pas. Et je sais pas non plus, sur cette question-là. Vas-y, Russell. Ouais, Arcana, est-ce que tu connais les noms des personnes qui font partie de l'équipe scientifique qui ont enfin pu définir ce qu'était la conscience? Non, du tout. Rappelle-moi, attends, tu me parles sur TikTok, la Team Squad? Non. Parce qu'il y en a pas. J'ai pas compris. Il y a, pour l'instant, aucune équipe scientifique n'a réussi à définir ce qu'était la conscience.
Ah ouais, je me doute. Bon, après, je sais qu'il y a par exemple les neurosciences qui essayent de développer un truc assez balèze justement sur conscience, mais plutôt au niveau computationnel. Mais bon, je pense que ça aussi, ça me paraît un petit peu limite, parce que si la conscience fonctionnait uniquement comme un ordinateur, ça se saurait. Comment expliquer la sensibilité dans un ordinateur, ça va être très compliqué. Enfin bref, attendez, j'ai des petits problèmes d'animaux. Ouais, j'entends le chat, là, tu lui manques. C'est un chien transgenre. Ah, peut-être aussi, je sais pas. Ah, c'est transespèce plutôt. Génial, parce qu'elle sait que ça nous perturbe, nous les humains, et qu'elle a un minimum conscience de sa soif. Donc, Bon, et sinon, voilà. Est-ce que t'as trouvé l'exercice intéressant? Est-ce que... oui, très. Voilà. En tout cas, ouais, j'étais prêt à parier que t'aurais plus à dire que, voilà, que ça pouvait durer encore très longtemps. Contrairement à ce que t'as signifié en arrivant. Ouais, je me suis mal évalué. Tu t'es sous-évalué, voilà. Mais bon, en tout cas, je te remercie, c'était intéressant, quoi. Et ouais, il y avait des concepts. Merci à toi, Épistémique. Voilà, mais il y avait des... Ouais, non, c'était intéressant, quoi, comme entretien. En tout cas, voilà, ça permet de réfléchir un peu, c'est cool. Eh ben, merci encore, et puis bah, je te dis à bientôt, quoi, et n'hésite pas à rester, écouter si les prochains entretiens. Ouais, je vais rester un peu. Il y a des choses qui répondront pas, ou qui nous donneront des pistes. Ok, ça marche. Bah, à plus l'équipe. Allez, ciao, ciao. Et Salut.